Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré au rôle crucial du dialogue social inclusif dans la création d'environnements de travail inclusifs et équitables. Je suis Nadine Agossou, responsable des ressources humaines pour la Fondation Batonga au Bénin. J'ai l'honneur de modérer le webinaire de ce jour. Pour rappel, la Fondation Batonga est une ONG dont la mission est de doter les filles et les femmes les plus difficiles à atteindre des connaissances et des compétences nécessaires pour être des agents de changement dans leur propre vie et dans leur communauté. À la Fondation Batonga, nous proposons des programmes innovants de haute qualité afin que chaque fille et chaque jeune femme avec qui nous travaillons puisse atteindre son plein potentiel social, économique et personnel. À l'occasion de la célébration du 1er mai, Journée internationale des travailleurs et travailleuses, la Fondation Batonga souhaite se pencher sur la question cruciale du climat social au sein des entreprises à travers ce webinaire sur le thème Féminisme et dialogue social, construire des environnements de travail inclusifs et équitables. Cette thématique est d'autant plus pertinente qu'elle met en exergue l'importance du dialogue social constructif dans la promotion de l'égalité des genres en milieu professionnel. En examinant les pratiques inclusives et équitables, ce webinaire vise à valoriser la collaboration et la compréhension mutuelle entre les hommes et les femmes, gage d'un environnement de travail harmonieux, productif pour chacun et chacune. Les discussions de ce jour permettront d'explorer ensemble les pratiques, ces politiques efficaces qui favorisent l'inclusion des femmes, qui réduisent les discriminations au travail et promeuvent le leadership féminin. Avant de plonger dans le vif des discussions, permettez-moi de vous présenter notre panel d'intervenants et intervenantes, experts dans divers domaines qui apporteront leurs appréciations et leurs perspectives sur ce sujet crucial du dialogue social constructif et de l'égalité des genres en milieu professionnel. Je m'en vais nommer la première panéliste, Madame Glonou Agbozoingbe Obeyerge, qui nous vient du Bénin. Madame Glonou est coordonnatrice du comité d'analyse et de recherche syndicale du Bénin, CARES. Elle est également responsable syndicale CSA Bénin. Bonsoir, Madame Glonou. Bonsoir, Madame Nadine. Bonsoir, chers toutes et chers tous. Merci encore d'être avec nous ce soir. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Notre deuxième panéliste est le docteur Ngonga Gilbert, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Dr Ngonga est médecin spécialiste en santé publique, avec plusieurs années d'expérience en santé humanitaire dans les organismes internationaux, aussi bien au Congo qu'en Côte d'Ivoire et en Belgique. Dr Ngonga est également directeur exécutif de l'Association pour le bien-être familial Naissance désirable, ABEFND. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Nadine. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être dans ce webinaire. Merci. Le plaisir est partagé, docteur. Merci encore à vous. Et enfin, nous avons comme dernière panéliste, Madame Soukeina Sam, qui nous vient du Sénégal. Madame Sam est titulaire d'une maîtrise S-Lettres de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un Master 2 en gestion des ressources humaines et des compétences.
Avec 10 années d'expérience dans le domaine des ressources humaines et de l'administration, elle a également été point focal et safeguarding dans des ONG internationales. Madame Sam occupe le poste de responsable des ressources humaines pour la Fondation Batanga au Sénégal. Bonsoir, Madame Sam. Bonsoir Nadine, bonsoir à tout le monde également. C'est un plaisir et un honneur d'être à ce panel où je retrouve des éminentes personnalités comme Madame Aubierge ainsi que le docteur Gilbert. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Sam. Chers participants et participantes, nos panélistes étant présentés, nous vous invitons à présent à suivre le mot introductif de la directrice exécutive de la Fondation Batanga, Madame Kodou Dio, qui partagera avec nous ses réflexions et son engagement en faveur de la construction d'environnements de travail inclusifs et équitables pour toutes et tous. Madame Kodou, vous avez la parole. Merci beaucoup Nadine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, j'essaie de minimiser l'écran. Excusez-moi. Voilà. Donc, chères participantes et participants, nous voici encore réunis grâce à la série de webinaires de Nos Voix comptent. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui autour du thème féminisme, ou je dirais même genre et dialogue social, construire des environnements de travail inclusifs et équitables. Ce rassemblement est l'occasion idéale dans le cadre de la Journée internationale du travail, comme l'a souligné Nadine, pour explorer ensemble des stratégies concrètes, des perspectives progressistes pouvant favoriser l'égalité des genres et l'inclusion dans le milieu professionnel. Donc, nourri par la vision vraiment genrée, je dirais, de la fondatrice de Batanga, la Fondation Batanga croit fermement que la force d'une société réside dans sa capacité à valoriser et à utiliser pleinement le talent de chacun et chacune, indépendamment de son genre. Pour nous, l'égalité des genres n'est pas juste un idéal. On l'a répété, je crois, dans ce forum plusieurs fois, mais une réalité tangible. Nous œuvrons ainsi pour des environnements de travail qui favorisent l'équité de genre, l'équité, je dirais, la diversité de talents et l'inclusion en général. Le thème de ce webinaire est d'une pertinence particulière, comme l'a dit Nadine. Nous venons de marquer cette journée donc internationale du travail dans un monde qui évolue rapidement et dans lequel l'égalité des genres n'est pas le moindre des défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Dans ce cadre, le dialogue social constructif devient un impératif, forger des solutions durables et équitables. L'égalité des genres en tant que stratégie d'inclusion et équipe et aussi en tant que finalité recherchée joue un rôle essentiel dans cette dynamique car il remet en question les normes patriarcales et promeut une vision inclusive du milieu du travail où chacun et chacune peut contribuer et s'épanouir. La problématique que nous abordons aujourd'hui est celle de la construction d'environnements de travail inclusifs et équitables. Avec nos panélistes, donc, nous explorerons ensemble ces défis, ces opportunités qui créeront des espaces professionnels où femmes et hommes peuvent s'épanouir, où les contributions de chacune et de chacun sont pleinement reconnues et où les barrières structurelles sont aussi abattues. En même temps que nous essayons de créer ces espaces et d'abattre ces barrières à l'égalité des genres, nous, femmes, qui œuvrons pour ouvrir des espaces d'implication et d'action, il nous incombe aussi de placer la barre haute dans ces espaces qui s'ouvrent à nous, que nous ouvrons, et à travers nos actions dans le milieu du travail. Nous devons d'être irréprochables en tant que travailleuses. Je veux dire par travailleuses, employées, entrepreneurs,
femmes au foyer confondues. Oui, les femmes au foyer, car c'est un dur labeur, toujours pas reconnu et rémunéré à sa juste valeur. Leur bureau, c'est la maison, c'est les enfants. Et c'est ce travail qui n'est pas reconnu, qui n'est pas payé, qui fait ce que sont nos sociétés en ce moment. Donc, de par nos actions en tant que travailleuses, donc, il nous revient d'être assidus, intègres, comptables envers nos responsabilités et transparentes dans nos actions, tout en étant solidaires les unes des autres, en forgeant des relations saines avec nos collègues hommes. La construction d'un environnement de travail inclusif et équitable requiert l'implication de tous. Autant l'employeur a des responsabilités envers ses employés et est tenu de mettre en place des conditions favorables et équitables, autant l'employé, et je dis ici l'employé femme, l'employé homme, est tenu de remplir pleinement ses devoirs et ses responsabilités envers son travail. Cela passe par les compétences, le comportement, l'état d'esprit, le sens du travail bien fait. En tant que femmes, il nous revient de nous défier nous-mêmes à faire de ces valeurs nôtres et de ne pas nous couvrir du manteau des féminismes, de la solidarité féminine, car il y en a plusieurs formes, ces féminismes, pour invoquer des droits sans donner une primauté à nos devoirs envers notre employeur. Cela n'honore pas les femmes, au contraire. Ce genre de comportement mine inéluctablement la cause de l'égalité des genres, car il perpétue les mythes et les préjugés envers les femmes dans un milieu du travail qui est assez androgène, n'est-ce pas? En Wolof, au Sénégal, nous disons jigéen ju mat góor. Une autre façon de le dire en français, une femme qui équivaut à un homme en matière de compétences, pour décrire une femme compétente. Et jigéen ju mën góor, une femme qui dépasse l'homme en compétences, pour décrire une femme qui excelle. Soyons de celles qui excellent toujours. Nous, non en compétition avec nos frères, fils et époux, mais intrinsèquement, soyons excellents dans tout ce que nous faisons pour ne pas miner ce projet effectif d'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu du travail et dans la société tout court. Donc, c'est cette légitimité de compétence qui facilite la mission d'institutions telles que la Fondation Batonga, qui favorise la réalisation de nos objectifs aux côtés de nos collègues hommes. Nous avons des femmes et des hommes valeureux dans notre organisation, à tous les échelons de notre organisation, qui travaillent main dans la main pour traduire le potentiel de chaque fille et de chaque femme participant dans le programme en pouvoir. Ce succès, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il s'est bâti progressivement et de façon intentionnelle. Donc, pour tout employeur, il s'agit de promouvoir cette forme d'équité, en particulier l'équité de genre, et d'assurer un cadre et des conditions de travail qui optimisent la performance de tous et toutes les employés. Mais en même temps, pour l'employé, il s'agit de se faire modèle de cette compétence, de ses attentes et de remplir ses devoirs, ses responsabilités. Donc, les réflexions et expériences et les bonnes pratiques que nos panélistes que vous avez nommés, Nadine, partageront avec nous, donc contribueront à enrichir ces points que je viens de soulever, qui contribueront à la réflexion collective. Je nous souhaite donc à toutes et à tous un webinaire enrichissant, stimulant et porteur de nouvelles perspectives, tout en sachant qu'en tant que femme, notre devoir est de nous assurer que la gente féminine est bien représentée à tout moment et en toute situation. Merci beaucoup. Merci, Kodou, la directrice exécutive de la Fondation Batonga, pour ces mots introductifs qui lancent ainsi les débats autour du thème féminisme et dialogue social constructif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers participants, chers et participantes, chers panélistes, nous entrons dès maintenant dans la phase interactive de notre webinaire.
Et nous allons sans plus tarder aborder les questions à l'endroit de nos panélistes. Je m'en vais à l'instant m'adresser au docteur Ngoudan. Vous qui avez parcouru plusieurs organismes internationaux et à la suite de Madame Kodou, qui a bien précisé dans ses propos que l'égalité des genres n'est pas le principe et que partout, le dialogue social est un incontournable pour abattre les barrières structurelles. Dites-moi, Monsieur Ngonga, comment est-ce que le dialogue social féministe peut-il contribuer à construire des environnements de travail équitables et inclusifs pour favoriser donc cette égalité de genre au sein des organisations? Merci beaucoup, Madame Nadine. Merci pour cet honneur que vous me donnez, n'est-ce pas, de répondre à la première question de ce panel, où je suis le seul homme. C'est bien, c'est un Voilà, privilège. ça se comprend. Je suis le seul homme de ce panel et donc je vous remercie pour cela. Alors, le dialogue social, comme l'a dit Madame Kodou tout à l'heure, je pense que, euh, excusez-moi, je pense que c'est un élément très, très important pour les organisations. Car je parle en termes d'expérience connue dans différentes organisations, tant au niveau international que national, où j'ai travaillé. C'est important de discuter et surtout de s'assurer de donner à la femme sa place. Parce que ce qui se passe généralement, c'est les stéréotypes qui étaient en train d'hanter les organisations qui étaient dirigées, toutes les organisations à l'époque qui étaient dirigées par les hommes, parce qu'effectivement, la femme n'avait pas sa place. Justement parce qu'il n'y avait pas ce dialogue, il n'y avait pas cette possibilité, n'est-ce pas, d'intégrer dans le dialogue social la question liée à l'égalité de genre. Parce que dans toutes ces organisations, dans toutes les entreprises, il y a bien ce dialogue social qui est là. Les discussions qui sont faites autour des syndicats ou autour des conventions collectives, ou même là où il n'y a pas de syndicats ou de conventions collectives, il y a toutes ces discussions qui sont faites pour favoriser les conditions de travail de tous ceux qui sont employés. Et la question maintenant du féminisme n'était pas toujours à l'ordre du jour. Mais dans toutes les organisations où j'ai travaillé, je dois avouer vraiment, avouer que la femme a sa place et que le fait de considérer l'égalité entre les hommes et les femmes favorise l'environnement de travail, favorise l'éclosion ou l'émergence des différentes organisations. Il faut prendre la femme à sa place, à sa vraie place et ne pas la considérer comme étant un être inférieur. L'expérience a prouvé vraiment que les études ont prouvé, mais moi je parle de l'expérience qui a même prouvé la capacité supérieure de la femme à faire face à certaines pressions par rapport à l'homme, une capacité qui est tout à fait naturelle et que les organisations, les entreprises étaient en train de négliger et de ne pas profiter de cela. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans l'organisation où je travaille, par exemple, c'est bien précis, c'est bien clair, toutes les politiques sont mises en place et tous les textes sont mis en place pour que la femme puisse avoir sa place comme il se doit. La femme a sa place autant que l'homme, aucune discrimination, que ce soit par rapport au salaire, que ce soit par rapport aux stéréotypes liés au genre. En tout cas, la femme a sa place et elle est considérée à sa juste valeur. Elle apporte sa contribution et aujourd'hui, c'est une organisation qui donne des leçons pour des questions liées au féminisme. On n'a pas de stéréotypes, nous n'avons aucune question qui peut empêcher que la femme ne puisse jouer son rôle dans l'organisation, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel. La femme apporte autant que l'homme de sa contribution pour permettre que l'organisation puisse émerger. Et ça, c'est l'expérience reçue
dans différentes organisations, que ce soit ici en RDC, que ce soit à l'extérieur de la RDC, dans les organisations du système des Nations Unies, dans les organisations nationales et dans les organisations internationales. Il est prouvé que la femme a sa place. Et toutes ces organisations dont moi je peux parler aujourd'hui, je peux citer déjà là où je suis actuellement, l'ABFND, une organisation nationale, mais qui, voilà, qui est association membre de l'IPPF. Et vous connaissez bien l'engagement de l'IPPF sur les questions liées au féminisme. Je peux citer l'UNFPA, une organisation du système des Nations Unies que vous connaissez très bien et vous connaissez comment ils sont engagés sur les questions du genre. Et on peut bien voir comment est-ce que les interventions que l'UNFPA fait sur le terrain partout dans le monde sont bien mises en œuvre. Et cela, c'est grâce à la contribution non moins importante des femmes. Vous connaissez Save the Children International, vous connaissez le HCR et différentes autres organisations, en tout cas où il a été prouvé que la femme a sa place. Et moi, je pense que il faudrait bien qu'aujourd'hui, que cela soit clair, que toutes les questions liées aux stéréotypes du genre soient prises en compte dans le dialogue social qui est fait et pour qu'on ne puisse pas déconsidérer le rôle de la femme. Numériquement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Et si nous voulons nous développer, en tout cas, il faut bien que la femme puisse mettre sa contribution. Il faut bien que la société, que le système puisse donner la possibilité à la femme de pouvoir donner sa contribution pour permettre que les pays, que nos pays, n'est-ce pas, puissent se développer. Merci beaucoup. Merci, Dr. Boga. Merci pour cette intervention et toutes ces précisions apportées sur cette première question. Je voudrais inviter Madame Plonou, qui est actuellement responsable syndicale, à nous donner son point de vue sur la question. Parce que le docteur Boga tout à l'heure nous disait les centrales syndicales n'en parlaient pas, les conventions collectives n'abordaient pas non plus la question du féminisme. Madame Blonou, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ces questions d'égalité de genre, de l'inclusion des femmes est désormais prise en compte au niveau des syndicats? Merci beaucoup, Madame Nadine. Je remercie également le docteur Mbanga pour son historique et tout ce qu'il a dit. Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que les syndicats prennent en compte la question du genre dans les négociations. Et je dirais que le dialogue social joue un rôle essentiel dans la promotion de l'égalité des genres et à la construction d'environnements de travail inclusifs et équitables. Et le dialogue social féministe, à travers le dialogue social, contribue à la représentation équitable. Et ça permet également, au cours des négociations collectives d'en discuter, de parler de la promotion de l'égalité professionnelle, de l'amélioration de la culture aussi. Quand je prends, par exemple, la négociation collective, je pourrais dire que le dialogue social permet d'aborder lors de ces négociations-là les questions de salaire. Parce que vous pouvez le constater, à des niveaux donnés, les salaires ne sont pas égaux. Les hommes et les femmes font le même travail, mais vous allez remarquer que parfois, on perd plus les hommes que les femmes. Donc, au cours des négociations collectives, nous essayons d'aborder ces sujets-là, qu'on puisse mettre tout cela dans les conventions collectives pour que cela change. On aborde également les congés de maternité aujourd'hui. Et à part les congés de maternité dont la femme a droit, même en étant enceinte déjà, on doit permettre à la femme de faire les consultations prénatales et autres. Et notre condition de femme aussi, vous savez, nous avons besoin d'endroits propres pour aller aux toilettes, pour nous laver, surtout quand nous sommes en menstru. Donc, toutes ces questions-là sont développées pour la construction. On peut demander la construction des toilettes et autres dans les services.
Et quand je prends, par exemple, la promotion de l'égalité professionnelle, par le dialogue social, les organisations de travailleurs discutent de la participation, de la représentation des femmes, tant dans les secteurs à dominance féminine que ceux à prédominance masculine. Parce qu'on a tendance à dire que certains travaux sont réservés uniquement pour les hommes, alors que les femmes également peuvent participer à ces travaux-là. Et si on vient à la représentation équitable, le dialogue social permet aux femmes et aux hommes de se faire entendre leur voix sans craindre les représailles. Il favorise la participation égale des femmes et des hommes dans ces instances-là. En tant que femme, par exemple, moi, je participe aux négociations. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, on voit les femmes également participer aux négociations. Ce n'est pas seulement les hommes qui y vont. Parce qu'on le dit souvent, là où vous n'êtes pas, on vous oublie. Mais si vous êtes là, vous portez mieux vos revendications. Donc, aujourd'hui, les femmes sont présentes dans ces milieux de dialogue social. Et quand j'aborde l'amélioration de la culture d'inclusion, on utilise le dialogue social pour traiter de la diversité et de l'équité en milieu de travail. Ça arrive, on arrive à repérer, disons, les lacunes qu'on constate sur les lieux de travail et ça permet également d'améliorer ces lacunes-là. Parce que nous sommes en train de parler d'inclusion. Par exemple, est-ce que dans les services, il y a les rampes pour les handicapés? Ceux qui n'arrivent pas à franchir les marches des escaliers, s'il n'y a pas l'ascenseur et autres. Donc, l'amélioration de la culture d'inclusion permet de faire ressortir tout cela. Donc, je pense que aujourd'hui, le dialogue social permet vraiment de parler de l'égalité des genres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Vierge, pour vos apports, pour nous rassurer de ce que ces questions-là sont vraiment prises en compte au niveau des syndicats. Permettez-moi, Madame Vierge, de rester avec vous pour avoir votre avis sur les principales barrières auxquelles les femmes sont confrontées dans leur parcours professionnel et comment est-ce qu'elles peuvent être surmontées. Merci à vous. Vous savez, en tant que femme, nous avons plusieurs barrières dans notre parcours professionnel. Il y en a tellement, mais je vais juste parler de quelques-unes. Nous avons le plafond de verre. Nous avons la conciliation travail-vie professionnelle. Il y a la violence basée sur le genre, l'écart salarial et bien d'autres. Et ce qu'on oublie souvent aussi, c'est un peu le manque de représentation et de modèle. Comme il n'y a pas beaucoup de femmes, il y a ce manque de repères pour les femmes. Et le manque de femmes dans les postes de direction et les instances dirigeantes crée un manque de modèles inspirants pour les femmes qui souhaitent s'épanouir professionnellement. Donc, cette faiblesse féminine au plus haut niveau, bon, n'envoie pas toujours un bon modèle et n'encourage pas les femmes qui aspirent à des postes de responsabilité. Et c'est pourquoi je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. C'est à travers ces sensibilisations que nous pouvons corriger ces choses-là. Je parlais de plafond de verre tout à l'heure. Permettez-moi rapidement de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est? Cette expression désigne les obstacles invisibles qui empêchent les femmes d'accéder aux postes de direction ou de haute responsabilité malgré leurs compétences et qualifications. On peut dire, quand je recrute une femme là, d'ici à là, elle va tomber enceinte, elle ne pourra pas assumer convenablement cette responsabilité. Et pour surmonter cela, je pense qu'il est crucial
de promouvoir la diversité dans les conseils d'administration et les directions et mettre en place des politiques qui favorisent l'avancement des femmes vers ces postes de leadership-là. Donc, je disais tout à l'heure que les femmes participent au dialogue social. Dans les conseils d'administration également, nous devons tout faire pour qu'il y ait des femmes. Au niveau des directions également, parce que là où vous n'êtes pas, même si vous confiez ce que vous voulez dire, quand la personne va là, et ce n'est pas la personne qui vit ça, la personne n'arrive pas à exprimer correctement ce que vous ressentez. Il y a la discrimination et inégalité salariale. On l'a abordé également tout à l'heure. Et pour réduire cela, il est nécessaire de sensibiliser et de promouvoir la transparence salariale. Au niveau des entreprises, nous devons savoir si je travaille avec telle personne, la personne gagne combien, je gagne combien. On doit faire ressortir cette transparence-là et mettre en œuvre également des politiques de rémunération équitable. Quand je viens à la ségrégation professionnelle, vous le savez, il y a certaines fonctions qui sont vraiment genrées, avec des domaines dominés par les hommes. On doit encourager les femmes à poursuivre des carrières dans des secteurs traditionnellement et à briser les stéréotypes de genre. Et j'étais quelque part la dernière fois et je disais, l'avenir aujourd'hui, c'est les IA, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique et autres. Mais aujourd'hui, est-ce que nous encourageons nos filles déjà dès maintenant à prendre ces filières-là, à aller là? Donc, c'est ce que nous devons commencer par faire. Amener nos filles dès aujourd'hui à embrasser ces carrières-là pour que demain, qu'ils ne soient pas seulement à forte dominance masculine, mais qu'on ait également des femmes compétentes dans ces domaines-là également. Donc, la conciliation travail-vie professionnelle, c'est ça qui dérange beaucoup les femmes. Donc, c'est souvent difficile pour les femmes de faire cette conciliation-là. Donc, il y a des travaux à la maison, surtout quand on accouche encore, il faut s'occuper du bébé et autres. Donc, c'est toujours des politiques que nous devons mettre en place pour réduire ces inégalités-là, pour résoudre ces problèmes-là. Bon, on peut parler de l'accès à la formation et au mentorat, la violence basée sur le genre. Il y en a tellement. Donc, si vous me permettez, je peux continuer. Merci beaucoup, Madame Obiage. Nous allons revenir pour à la vous. violence basée sur le genre, par exemple, je vais terminer par là tout au moins. Pour la violence basée sur le genre, vous savez que les femmes sont victimes de harcèlement sexuel sur les milieux de travail et de discrimination. Donc, des politiques de tolérance zéro en matière de harcèlement et des mécanismes sont essentiels pour réduire et bannir à la longue ces inégalités-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Madame Obiage, pour votre intervention très riche et variée sur ces obstacles que rencontrent nos femmes en milieu professionnel. Je me tourne à présent vers Madame Sam. Vous êtes femme, vous êtes RH et Madame Gonou, tout à l'heure dans son intervention, n'a pas manqué de faire un clin d'œil à cette profession. Et nous avons souvent l'habitude d'entendre que ce sont les femmes mêmes qui bloquent les femmes. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que cette question de plafond de verre, d'obstacles invisibles, de difficultés à recruter les femmes pour certains postes, est-ce une réalité ou est-ce juste des préjugés? Merci Nadine de me donner la parole. Effectivement, je ne vais pas rejeter ce que Madame Kodo a avancé parce que sachant qu'elle aussi elle est spécialiste genre et connaît un peu bien le sujet. Mais dans la généralité déjà, on dira d'abord que ce ne sont pas seulement les femmes qui font barrière aux femmes. Dans la généralité, les femmes ont des soucis, ont des barrières comme ces plafonds de verre-là qu'ils rencontrent dans leur milieu professionnel.
Et c'est dans ce sens-là que beaucoup d'organisations, maintenant, vous voyez maintenant que dans beaucoup d'organisations, en termes de théorie de changement, ils sont en train de mettre en place des politiques de, comment, d'équité, d'égalité dans les recrutements, des politiques d'équité, d'égalité dans les tolérances zéro, comme Madame l'a dit, par rapport au harcèlement et au harcèlement sexuel dans le milieu de travail. Donc, nous, nos problèmes, je crois qu'en tant que femmes, c'est déjà des problèmes qui sont ancrés dans nos normes sociales même. Dans certaines réalités, par exemple, si je prends certaines réalités en Afrique, on pense que certaines positions ne peuvent pas être dédiées aux femmes. Ça, c'est dans notre réalité même. Quand on parle d'Afrique, on dit que toi, en tant que femme, l'essentiel que tu devrais faire, c'est de trouver un bon mari, te caser, faire des enfants, éduquer ses enfants, ça se limite là. Alors que ça va au-delà de ça. À chaque fois qu'on parle d'égalité, je me dis, moi, je ne m'arrête pas à égalité. Parce que si on veut parler d'égalité, nous allons au-delà même des hommes. Parce que, disons-le, nous pouvons faire ce que les hommes ne peuvent pas. Et je ne vais pas me mettre là à citer. Je ne parle pas de grossesse, je ne parle pas de rien. Ça, c'est même petit. Donc, nous pouvons faire ce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas faire. Et maintenant, au-delà de tout ça, moi, je mets en place l'équité. C'est l'équité que nous devons baser notre travail. Parce que si on dit que certaines femmes ne peuvent pas occuper certaines positions, pourquoi? Quels sont les indicateurs qui montrent que certaines femmes ne peuvent pas occuper certaines positions de direction? Que l'histoire a montré que même dans le domaine scientifique, beaucoup d'inventions ont été faites par des femmes. Qu'est-ce qui les a bloquées dans ça? Rien. Beaucoup d'inventions ont montré que même au-delà d'où les hommes ne pouvaient pas arriver, certaines femmes ont pu aller au-delà même de ces limites. Donc, moi, je me dis que only the sky is the limit pour les femmes. Nous n'avons pas de limite. Du moment que nous avons encore le travail invisible, comme je disais tout à l'heure à l'AID, que nous faisons chez nous, qui est là pour nous y supporter, la lourdeur de porter la vie, c'est difficile à faire, pourtant nous y arrivons. L'éducation de nos enfants, c'est difficile à faire, non, nous y arrivons. Le fait de maintenir un socle familial dans nos familles, c'est pas facile à faire. Pourtant, nous arrivons à maintenir un climat harmonieux dans nos familles. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des barrières au niveau de la société? Pourquoi on devrait avoir des barrières au niveau des organisations? Pourquoi on devrait avoir des barrières au niveau des postes de direction? Comme Madame l'a dit tout à l'heure, je l'encourage aussi et je la félicite par rapport à sa position au niveau des syndicats. L'essentiel, c'est ça. Le travail que nous devons faire, nous, en tant que femmes, c'est d'occuper les sphères de prise de décision. Je crois que c'est là où notre combat pourra être porté. Si nous donnons la parole aux autres de le faire pour nous-mêmes, ça ne va pas arranger les choses. Je crois que le combat que nous devons mener maintenant, c'est nous-mêmes d'occuper les sphères de décision, pouvoir être nous-mêmes les personnes même qui vont porter notre combat et plaider notre cause auprès des institutions. Et ainsi favoriser, comme vous le dites, le dialogue social dans ça. Et même virer vers le dialogue social féminisme qui va nous octroyer, comme ça se passe maintenant dans le monde, beaucoup de prérogatives, comme maintenant les congés parentaux qui dépassent les limites, le télétravail, et de suite, parce que ce que la COVID-19 nous a montré, c'est que, quelle que soit la dureté des situations que nous avons eu à rencontrer durant cette COVID-19-là, nous sommes arrivés à allier vie professionnelle et vie privée, ce qui était très compliqué à faire. Et je connais même en tant que RH des cas où certaines femmes ont même frôlé la dépression, parce que ce n'était pas évident de prendre en charge et la maison et le travail en même temps et de performer dans les deux. Donc, dans ça aussi, beaucoup d'études ont montré que nous y sommes arrivés. Donc maintenant, les obstacles, que ce soit des obstacles même, que ce soit des plafonds de verre, que ce soit des obstacles discriminatoires, que ce soit les normes sociales, que ce soit le patriarcat ou même le matriarcat, je ne crois pas que ce devenir des obstacles pour nous. Du moment que nous avons montré preuve que nous pouvons relever tellement de défis, je crois que c'est à nous maintenant de porter notre combat et d'arriver à des solutions idoines dans notre lutte. Merci, Madame Nadine. Merci beaucoup, Soukaina. Alors, je retiens de votre intervention que aujourd'hui, nous ne devons pas, en tant que femmes, nous limiter à ces barrières qui existent et qui sont, selon vous, théoriques, parce que nous valons plus que ça. Nous avons déjà fait nos preuves sur plusieurs plans.
Alors, dites-moi, je reste toujours avec vous parce que votre intervention m'intéresse. Dites-moi alors, s'il n'y a pas d'obstacle, pourquoi dans nos organisations, nous ne trouvons pas ces femmes-là au poste de décision? Pourquoi? Et quelles seraient alors, selon vous, les meilleures pratiques pour créer la culture d'organisation qui va valoriser la diversité, les perspectives des talents? Merci Nadine. Avant d'avancer, je vais éclaircir un point. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacles. Je dis bien que les obstacles sont bel et bien là, mais je me dis que ça ne devrait pas nous arrêter. Les obstacles que nous avons cités existent. La discrimination et les biais de genre existent. La manque de représentation existe bien. C'est quelque chose qu'on a constaté. La charge de travail non rémunérée, comme on le dit, le unpaid care work, que nous faisons dans nos maisons et qui n'est pas rémunéré, il existe bien. Le harcèlement sexuel est une réalité. L'intimidation est une réalité. C'est ça, c'est des barrières qui existent. C'est la réalité qu'on se le dise. Mais je me dis que ces réalités ne doivent pas être des freins. Au lieu de parler uniquement de réalité, nous, là où nous devons mettre l'accent, c'est d'essayer de voir quelles sont les perspectives de soulever ces réalités-là. Vous venez de parler de diversité, vous venez de parler d'inclusion. C'est des termes qui entrent en fait dans le travail, dans le féminisme que nous devons mettre en place au niveau des organisations où nous travaillons, parce que ces termes-là aussi ont leur importance. Pourquoi? Parce que quand on parle de diversité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle de représentation d'une variété, au profit ou bien au sein d'une entreprise. Donc là, c'est très parlant. Quand on parle d'inclusion, qu'est-ce qu'on dit? On parle de comment dirais-je, l'intégration en fait. Quand on parle d'inclusion, on parle d'intégration. Maintenant, s'il y a par exemple, dans le domaine des ressources humaines, les organisations maintenant qui, dans le processus de recrutement, mettent avant l'inclusion, c'est parce qu'ils veulent mettre en place le fait que chaque personne a sa place au sein d'une entreprise, quelle que soit dans sa différence, quelle que soit son appartenance, quelles que soient ses origines, a sa place au niveau des organisations. Et ça a son importance aussi. Donc, qu'est-ce qui pourrait, à notre niveau, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant pour essayer d'allier tous ces termes-là dans un seul, pour que ça soit dans une seule moule. Donc, il y a des possibilités dans ce sens-là. Par exemple, en termes de bonnes pratiques, pour ce qui est de la diversité et de l'inclusion, beaucoup d'organisations mettent avant certaines bonnes pratiques, comme par exemple de favoriser un environnement de travail inclusif et équitable, ce qui peut stimuler la créativité et l'innovation. Parce qu'on sait que pour que le personnel soit prolifique et performant, et par-delà les femmes aussi, il faudrait au moins qu'ils soient mis dans un environnement favorable qui leur permette de s'épanouir. Certains diront que travail et épanouissement ne pourraient pas aller, alors que moi je dis que si, parce que ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas le faire. Donc, si nous nous engageons à faire ce travail, c'est parce que dans notre épanouissement, c'est un moyen pour un épanouissement personnel. Donc, l'organisation, dans son rôle dans ça, serait que le personnel et que les femmes qui travaillent dans l'organisation puissent avoir un environnement de travail très inclusif et équitable qui leur permet de stimuler la créativité et l'innovation. De même que aussi, nous parlons aussi de pouvoir la promotion de l'inclusion et l'équité au niveau du milieu professionnel. Cette promotion-là, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Mais c'est à travers des politiques, c'est à travers des procédures, c'est à travers des normes qu'établit l'organisation en ce sens, qui sont édictées en ce sens et qui fassent la promotion de cette rubrique-là. Par exemple, dans le cadre du recrutement. Une organisation peut dire que moi, dans le cadre de mon recrutement, je favorise, et il y a beaucoup d'organisations, même féministes, qui le font, j'encourage beaucoup de femmes à participer parce qu'il y a tel et tel process qui ont été mis en place pour assurer une bonne diversité au sein de l'organisation et une inclusion de toutes les couches sociales ou bien de tous les genres qui pourraient vouloir rejoindre cette organisation-là. Donc, moi, je me dis que pour revenir sur le premier point, ces obstacles existent bel et bien, mais il faudrait au moins qu'on mette en place des mesures concrètes qui nous permettraient d'avoir une bonne gestion efficace de la diversité. Et au-delà de ces normes-là aussi, nous avons aussi les égalités de traitement de l'ensemble des salariés. Madame l'a dit tout à l'heure,
là où le chantier est encore, il y a encore un travail d'en faire, c'est dans ça. Il n'y a pas d'égalité dans le traitement des salaires. Donc, et dans ça aussi, l'organisation devrait mettre en place des politiques claires autour de ça, faire des audits autour de ça, essayer de voir quelles sont les conditions de travail dans lesquelles les femmes évoluent, quelle est la charge de travail qui pèse sur elles, est-ce que les congés dont elles bénéficient, elles peuvent en profiter clairement. Par exemple, les congés de maternité, les congés d'allaitement, et ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'on voit exactement quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour que ces femmes-là qui travaillent dans ces instances-là ne rencontrent pas ces barrières qui les limitent pour accéder à des niveaux supérieurs. Parce que, comme je vous le dis, nous sommes capables de le faire et nous pouvons le faire. Merci. Merci beaucoup, Soukaina, pour cette intervention très fournie, très riche. Docteur Konga, dites-moi, est-ce que vous partagez le point de vue de Soukaina? Dans ses propositions, elle a abordé la possibilité de cette discrimination positive dans les recrutements. Est-ce que vous êtes de cet avis? Vous pensez que ce sont des pratiques qui sont efficaces, qui peuvent vraiment créer cette culture organisationnelle inclusive, chère à l'égalité des genres? Merci beaucoup. Merci en tout cas, Madame Soukeina. Ça a été très intéressant, cette intervention. Alors, si je partage l'avis de Madame Soukeina, oui, je la partage totalement. Et je pense que le contexte dans lequel nous vivons actuellement dans nos pays, en Afrique notamment, nécessite qu'on puisse mettre en place des mécanismes, des mesures pour assurer la discrimination positive. Et bon, dans l'organisation où moi je travaille actuellement, voilà, c'est déjà quelque chose c'est une mesure qui est déjà appliquée. Et parce que nous avons remarqué effectivement que les femmes ne postulent pas à certains postes. Et ça dérange chaque fois que vous lancez un poste que vous comparez, vous essayez de voir la proportion des femmes qui ont postulé. Souvent, ça n'atteint pas 20%, ça n'atteint pas 30%. C'est quand même inquiétant. C'est inquiétant, mais le problème ne vient pas de là, il vient de loin. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on puisse penser à assurer la prévention primordiale. Aujourd'hui, on parle des concepts de masculinité positive, par exemple. On parle des concepts d'éducation complète à la sexualité. Il faudrait qu'on puisse faire une prévention primordiale de ce fléau-là où la femme ne postule pas. Elle ne postule pas parce que il y a beaucoup de choses qui font qu'elle n'a pas postulé. Parce qu'elle n'a peut-être pas vu ou peut-être que celles qui ont vu le poste ont déjà d'autres postes importants de responsabilité, ne peuvent pas postuler et elle ne postule pas parce que la femme n'est pas préparée à ça. La société telle qu'elle est actuellement, notre société patriarcale, ne prépare pas la femme à avoir des postes de responsabilité dans les organisations. La femme, elle est reléguée au second plan. Et c'est comme ça que même en termes d'éducation, vous allez remarquer que les femmes, les filles commencent l'école, mais très peu finissent. Voilà. Elles commencent en bon nombre, mais l'achèvement pose un problème. C'est comme ça qu'il faut vraiment résoudre ce problème de manière primordiale avant que le facteur de risque ne puisse arriver. C'est ainsi que c'est un problème qui doit être résolu dans un écosystème. Et ce n'est pas seulement les organisations elles-mêmes qui vont résoudre ce problème. Les organisations, elles sont déjà là, elles vivent le fait accompli. Mais il faut résoudre ça dans le cadre de l'écosystème. Il y a les gouvernements, l'État qui travaillent autour de la question avec des ministères de genre et beaucoup d'autres aspects. La législation, n'est-ce pas, qui doit favoriser les femmes à tous les niveaux. Et ça aussi, c'est un problème. Nous nous battons dans les organisations pour avoir la discrimination positive, pour permettre qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, pour permettre qu'il y ait l'égalité, n'est-ce pas, dans le traitement salarial. Mais ça ne suit pas forcément au niveau des gouvernements, au niveau des parlements, au niveau des institutions de l'État. Et c'est quand même un souci qu'il faut résoudre. Et là, la résolution tient compte de tous ces paramètres, de tous ces acteurs, de l'écosystème. Et dans les organisations, nous avons des organisations qui sont financées par des bailleurs de fonds. Je pense que même eux aussi peuvent nous aider à résoudre le problème. Ces bailleurs de fonds
ils ont besoin de nos audits chaque fois pour voir si nous nous rapprochons un peu de la bonne gouvernance dans les exercices que nous faisons chaque année. Et il faudrait qu'on voie comment, au niveau des différents bailleurs, ils peuvent se convenir pour que si nous n'arrivons pas à faire la discrimination positive dans une organisation, par exemple, qu'un audit soit qualifié. Et ça va vraiment permettre à ce que les organisations puissent prendre en compte. Ce sont des mesures contraignantes, n'est-ce pas, qui vont faire à ce que les organisations puissent considérer cette question de féminisme, cette question, n'est-ce pas, d'égalité de genre comme étant une question primordiale et vitale à la vie de l'organisation. C'est un élément important. Moi, je suis d'accord avec les propos de Mme Soukeina. Aujourd'hui, nous avons besoin d'appliquer la discrimination positive. Il n'y a pas de choix. Nos textes, en tout cas les statuts, les règlements intérieurs, les politiques doivent être clairs, les procédures doivent être claires dans toutes les organisations pour que la femme puisse avoir la place qu'il lui faut. Et c'est de cette façon seulement que ça peut marcher. C'est cette contrainte-là. Les textes contraignent, n'est-ce pas, les organisations à bien travailler. Parce que quand on le dit seulement comme ça, on le dit sans un fondement quelconque, ça ne va pas changer. C'est comme ça qu'il faut contraindre les organisations. Et cette contrainte ne doit pas venir seulement d'un seul côté, du côté de l'organisation elle-même, mais du côté de l'État, par exemple, qui doit, n'est-ce pas, contraindre les organisations à avoir autant d'hommes que des femmes, et du côté des bailleurs qui doivent contraindre, n'est-ce pas, à ce que dans les audits, que ce soit clairement défini, voilà, il y a autant d'hommes que des femmes parmi le staff ou même dans les conseils d'administration. Je pense que ça, c'est un élément important. Je le dis bien dans notre contexte actuel, nous avons besoin d'assurer cette discrimination positive qui doit profiter à la femme. Et c'est tout ce que nous devons faire. Mais pour qu'on y arrive bien, il faut qu'on trouve des femmes qui ont la qualité. Et pour qu'on trouve des femmes qui ont la qualité, il faut travailler, n'est-ce pas, de manière primordiale pour que la femme puisse accéder à l'éducation, achever l'éducation et pouvoir être capable de faire le même travail que l'homme. Parfois, on est buté à cette difficulté où vous pouvez lancer les offres plusieurs fois, vous n'arrivez pas à trouver des femmes, les femmes ne postulent même pas, ou même celles qui postulent, quand vous essayez de comparer, n'est-ce pas, la qualité et le travail qui est demandé, vous n'arrivez pas à faire le match et vous êtes obligé de prendre un homme à la place. C'est comme ça que moi, j'insiste sur le fait que la résolution de ce problème doit venir de tous les différents acteurs. Il faut travailler dans un écosystème pour permettre à ce que la femme puisse être discriminée positivement. Non seulement au travail, mais déjà en amont, en aval, je veux dire, en amont plutôt, au niveau de la formation, au niveau de la formation de base. Et même déjà dans les organisations, il faudrait qu'il y ait une culture, n'est-ce pas, de renforcement des capacités qui cible les femmes. Ça, c'est un élément important. C'est ce que nous n'avons pas dans nos organisations. Une culture qui peut cibler les femmes pour que les femmes puissent avoir les mêmes capacités pour permettre à ce qu'elles soient à même de prendre des postes de haute direction et contribuer en tout cas au développement des organisations à leur émergence. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr. Konga. Madame Aubière, je me retourne vers vous. Est-ce que les centrales syndicales sont favorables à la discrimination positive? Votre micro. Merci. Oui, les centrales syndicales sont acquis à la cause et depuis des années, c'est des pourcentages de 40-60%. Mais nous, le docteur vient de le dire, même on fait ces pourcentages-là et pourtant, il n'y a pas des femmes qui veulent bien postuler. Donc, malgré tout ce qu'on dit, en tant que femme, nous devons faire des efforts également pour pouvoir occuper ces postes-là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il nous faut encourager nos filles à aller dans les secteurs, leur formation de base, pour que nous ayons beaucoup de femmes qui ont des qualifications. Donc, au niveau des organisations syndicales également, il y a ça. Et les organisations syndicales au niveau confédéral exigent même ça aux syndicats de base pour des représentations, pour participer à des formations et autres. On insiste pour qu'il y ait des désignations, parmi les désignations, qu'il y ait des femmes. Sinon, si on n'insiste pas,
il y a d'autres qui n'en voient que des hommes. Bon, pour peut-être répondre aussi un peu à la question de meilleures pratiques, c'est surtout les directions, les responsables. Parce que tout ce qu'on dit quand on parle de dialogue social, quand nous sommes dans une entreprise, quand nous sommes dans une organisation, ce sont les responsables qui doivent accepter, qui doivent créer des politiques pour pouvoir inclure la culture, commencer par l'engagement, comme je le disais, l'engagement de la direction. Les dirigeants doivent montrer l'exemple en soutenant activement la diversité et l'inclusion. Ils doivent être responsables des progrès qui sont réalisés dans ces domaines-là. Et la communication au niveau des organisations et des entreprises doit être transparente. Et elle est essentielle pour établir la confiance et favoriser vraiment l'inclusivité là. Les employeurs et les employés doivent se sentir libres de partager leurs idées, leurs préoccupations, sans craindre les représailles. Et c'est là le but du dialogue social. Et ce n'est qu'à travers le dialogue social qu'on peut avoir ces discussions-là. Donc, on doit instaurer partout un dialogue social inclusif et transparent. C'est vraiment essentiel pour nous et c'est ça qui permet d'identifier les inégalités. C'est ça qui permet d'identifier les inégalités et de mettre en place des solutions concrètes. Parce que si on n'arrive pas à identifier les problèmes, on ne peut pas trouver des solutions. Donc, les dirigeants doivent favoriser ces échanges réguliers-là à travers le dialogue social avec les représentants du personnel, les syndicats que nous sommes et l'ensemble des employés afin de recueillir leurs préoccupations, leurs propositions pour promouvoir l'égalité professionnelle. On doit également insister sur les formations et les sensibilisations. Et je vous ai remercié, je vous remercie encore. Ce sont ces sensibilisations-là et ces formations-là qui doivent aider. Donc, organiser des sessions de formation et de sensibilisation sur les enjeux du féminisme et de l'égalité professionnelle. Donc, cela permettra de lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Parce qu'à travers cette formation-là, ceux qui ne comprenaient pas vont comprendre et ces programmes doivent s'adresser non seulement aux collaborateurs, mais aux responsables également. Il y a certains responsables qui ne comprennent pas. Donc, il faut leur donner l'information, il faut les sensibiliser pour favoriser une prise de conscience collective et un changement durable des mentalités. Et il faut penser également instaurer les indicateurs de suivi. Donc, on doit mettre en place dans les organisations, les entreprises, les services des indicateurs de suivi et d'évaluation. Et ça permettra de mesurer l'égalité des politiques. Parce que si le dialogue social nous permet de mettre en place, de discuter et d'accepter ces politiques-là, il faut voir comment on met en place ces politiques-là. Et pour voir comment on met en place ces politiques-là, est-ce que ça a évolué? Si aujourd'hui, nous avons dans l'entreprise 2 femmes qui sont à des postes de direction dans toute la maison, il n'y a que 2 sur 20 ou bien sur 15. Et on accepte qu'on améliore les choses. D'ici 1 an, 2 ans, est-ce que ça s'est amélioré? Donc, ce sont ces indicateurs-là qui permettent de voir en insistant sur les données aussi bien quantitatives que qualitatives. Merci beaucoup, Mme Bruno. Chers panélistes, permettez-moi de revenir un peu vers nos participants et participantes qui font de très bons commentaires dans le chat. Je m'en vais lire le commentaire de M. Carlin. Il s'adresse à Mme Bruno. Il dit, chère dame, vous devez savoir que les femmes d'aujourd'hui ont été socialisées dans un environnement qui ne leur
leur a pas permis de bâtir et construire leur leadership. On n'a pas mis en relief les questions de l'égalité des sexes. Voilà pourquoi, sur le plan sociétal, les femmes ont du mal, psychologiquement et socialement, à se définir un modèle. Nous devons travailler avec les femmes pour déconstruire les stéréotypes et depuis la tendre enfance, éduquons les filles et les garçons de la même manière, construisons leur leadership ensemble. Merci à M. Khalil pour ce beau commentaire très pertinent et qui vraiment vient renforcer effectivement les propos de Mme Glodou qui nous disait les femmes aujourd'hui manquent de modèles, de leaders, d'exemples à suivre. Je vais également prendre le commentaire toujours de M. Khalil qui dit que la socialisation féminine et masculine aujourd'hui doit mettre en relief les questions des féminités et des masculinités positives pour prévenir et déconstruire les normes sexo-spécifiques, toxiques, rigides, discriminatoires, militantes. Merci à vous, M. Khalil, pour votre participation active dans le chat. Alors, je reviens à nos panélistes en attendant d'avoir d'autres commentaires ou d'autres questions. Je m'adresse au docteur Gonga. Comment pouvons-nous, docteur, mesurer l'impact des initiatives féministes dans les organisations et garantir leur durabilité pour un changement significatif? Voilà. Merci beaucoup, Madame Nadine. Voilà. Les initiatives féministes, il faut qu'il y en ait déjà, c'est ça, dans les organisations. Je pense que c'est la première des choses. Il faut qu'il y en ait. Il faut que dans les organisations, on puisse instaurer une culture de féminisme. En tout cas, c'est important. Ce que Madame Glonou a parlé tout à l'heure des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions qui sont faites. Ça, c'est important. C'est important. Voilà. Il faut qu'on mette en place, qu'on ait d'abord ces initiatives dans les organisations et qu'on puisse évaluer les actions en comparant la situation avant la mise en place de ces initiatives et après pour voir ce qui a changé, non seulement dans l'organisation elle-même, mais aussi par rapport à ce que l'organisation offre à la communauté, aux différentes communautés parce que ça doit se répercuter, le changement qu'on peut avoir au niveau de l'organisation, parce que l'organisation travaille pour la communauté, il faudrait qu'au niveau de la communauté, on puisse sentir qu'effectivement, il y a eu ce changement. C'est pour dire que l'évaluation, ces indicateurs-là ne vont pas se limiter seulement au niveau de l'organisation. Ça, c'est ce qui s'est fait actuellement dans beaucoup d'organisations et même dans l'organisation où je travaille, ABFND, nous avons des indicateurs qui évalue, n'est-ce pas, qui évalue la participation de la femme en tant que staff ou en tant que membre volontaire ou dans le conseil d'administration à l'action de l'organisation. Ça, c'est une bonne chose. Ça évalue, on peut se dire, on peut voir clairement en tout cas que au niveau de la BFND, c'est, comme je l'ai dit, c'est une école de formation pour les questions liées au féminisme dans le pays. Ça, c'est rien à dire. Mais maintenant, il faut aller au-delà. En tout cas, il faut aller au-delà de ce qu'on voit, du niveau, n'est-ce pas, de l'organisation. Pour voir maintenant la BFND qui était là avant qu'on ait mis en place des stratégies de féminisme, des interventions liées au féminisme. Est-ce que son action ou l'effet, n'est-ce pas, l'impact de son action en communauté, parce que voilà, ABF travaille vraiment en communauté, l'impact de son action en communauté a-t-il changé ou bien il est resté le même? Je pense qu'il faut aller au-delà. Je suis d'accord qu'il faut connaître des indicateurs, mais il faut aller au-delà de cet indicateur au niveau de l'organisation, aller au niveau de la communauté pour voir l'impact des interventions, des actions des organisations. Mais encore, il faut dire que même ces indicateurs, bon, après, ce sont des indicateurs, parfois, ce sont des chiffres et des mots. Hein. Il faut bien que les dirigeants, n'est-ce pas, puissent avoir l'honnêteté. Parfois, c'est ce qui manque. L'honnêteté, n'est-ce pas, de déclarer ce qu'il y a.
un bailleur ou un partenaire, quand vous lui présentez juste un document, il va dire, voilà, effectivement, ce document reflète ce que l'organisation fait. Mais parfois, ce qui est mis dans certains documents, ce n'est pas vrai. Du coup, il y a toute cette question de... C'est comme ça qu'il faut beaucoup plus en amont travailler sur la clarification des valeurs pour que les gens soient vraiment convaincus du rôle de la femme dans la société. Et quand on connaît bien, qu'on est convaincu du rôle de la femme dans la société, on va, n'est-ce pas, donner à la femme la place qu'il lui faut au niveau du travail dans le monde professionnel. Nous avons des sociétés qui ont nos sociétés traditionnelles où la femme avait sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle des Amazones, Bénin par exemple. On parle de Kim Pavita ici en RDC. Vous voyez, ce sont des femmes, mais c'était des grandes guerrières. Elles ont beaucoup fait. Mais les hommes étaient où pendant ce temps? Est-ce que pour ça, on doit considérer que la femme, elle a été inférieure? Oh, il y a sûrement eu un moment de l'histoire où le patriarcat a pris la place. Mais quand on retourne vraiment dans nos sociétés traditionnelles, il y a vraiment la femme à sa place. C'est comme ça que la clarification des valeurs, elle est très importante. Voilà, la clarification des valeurs est très importante pour montrer, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont adeptes du patriarcat absolu, de l'homme et seulement l'homme, qu'en réalité, la femme a sa place. Et seulement si on arrive à faire ça à tous les niveaux, on clarifie les valeurs. Aujourd'hui, parfois, on parle de la clarification des valeurs seulement pour les gens qui sont en communauté. Mais même nous qui travaillons dans les organisations, nous avons besoin de clarifier nos valeurs. Et seulement si on clarifie ces valeurs-là, on pourra être convaincu. Le problème avec nos organisations, c'est la conviction. Parce que les gens font parfois des choses juste pour plaire, n'est-ce pas? Pour plaire aux bailleurs, pour plaire aux partenaires. Mais on n'est pas convaincu de ce qu'on fait. Beaucoup de gens ont peur du féminisme aujourd'hui. Bon, parce qu'ils donnent une connotation quelconque au féminisme. Alors qu'en réalité, c'est clair que le féminisme devrait être une valeur que toutes les organisations devraient avoir dans leur charte pour permettre que la femme puisse contribuer comme il faut au développement, à l'éclosion, à l'émergence des organisations. Donc, pour conclure, je voudrais dire, bon, pour conclure pour cette question, je voudrais dire qu'il faut évaluer les actions, évaluer, n'est-ce pas, avec les différents indicateurs, les différentes actions au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau des communautés. Et pour que ça soit plus durable, il faut que ça soit inscrit, n'est-ce pas, que ça soit inscrit, n'est-ce pas, dans les textes qui légifèrent, n'est-ce pas, les textes légaux des différentes organisations. Comme on se bat, nous, en tant qu'organisation de la société civile, pour que les questions liées au genre soient inscrites dans la Constitution, la loi fondamentale du pays, il faudrait que dans les lois fondamentales aussi du niveau des organisations, que ça soit clair, bien inscrit là-dedans pour que personne ne puisse aller à côté et que voilà, que cela puisse perdurer et que ça permette à la femme de contribuer comme il faut à l'émergence des organisations. Merci beaucoup. Merci, Dr. Bonga. Permettez-moi de lire une question d'un participant, non, d'une participante Tissot, si je vois bien. Alors, il s'adresse à Madame Golou. Très bonne stratégie, Madame la coordinatrice Caresse. Selon vous, quel dispositif mettre en place pour le suivi dans les structures pour la promotion de la femme? Madame Golou, vous voulez réagir à cette préoccupation de notre participant? Oui, merci beaucoup. Bon, comme je le disais tout à l'heure, et le docteur est revenu là-dessus, oui, c'est la mise en place des tableaux de bord et des objectifs chiffrés. Il faut vraiment chiffrer ces objectifs-là. C'est ça qui permet de suivre ces indicateurs de manière régulière et de les ajuster aux besoins. Et il est important d'impliquer tout le monde dans cette démarche-là et de communiquer au fur et à mesure les résultats pour maintenir une dynamique positive et d'encourager le progrès. Le docteur l'a dit, les informations sont parfois biaisées.
Si on mettait à contribution tout le monde et tout le monde participait, on devrait avoir un œil là-dessus pour voir ces informations-là. Est-ce que ces informations-là sont justes? Est-ce que de temps à temps, est-ce qu'on a pu atteindre les objectifs fixés? Et l'autre chose également qui est important, il a dit, je reviens là-dessus, c'est de mettre ça dans les conventions, c'est de mettre ça dans les tests de l'entreprise, dans la direction. Quand on arrive à obtenir quelque chose au niveau du dialogue social, dans les cadres de concertation, quand on arrive à obtenir quelque chose, il ne faut pas laisser ça oralement. Il faut transcrire ça pour qu'on ait du papier, la preuve pour savoir que ensemble, nous avons décidé de ci et puis on arrive à suivre. À côté de ça, on doit s'inspirer également de ce que d'autres font. Nous n'allons pas seulement rester dans notre entreprise ou bien dans notre coin, dans notre pays, dans notre département et autres. Nous devons aller au-delà, nous inspirer des pratiques de ce que d'autres font. Dans telle société, par exemple, eux, ils ont eu à expérimenter telle chose. Et si on voit que c'est bien, c'est à nous de trouver des arguments et de revenir proposer ça et d'expérimenter ces choses-là. Donc, je vois que en combinant ces approches et autres, nous pouvons mesurer l'impact des initiatives féminines et travailler vers un changement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aubierge. J'ai également Monsieur Olivier qui nous dit qu'il a pris le train en marche, mais il apparaît que la ségrégation est horizontale, mais aussi verticale. Pour faire face à la ségrégation verticale qui engendre le plafond de verre, il faut sans doute aussi et notamment des mesures incitatives, outre l'exploitation des nombreuses études qui prouvent que marginaliser les femmes, c'est se priver d'un potentiel important de croissance ou au développement de l'entreprise. Par rapport à la ségrégation horizontale ou par voie de verre, c'est-à-dire que les femmes qui sont exclues ou qui s'auto-excluent de certains métiers, il faut plus de l'éducation et la sensibilisation pour s'affranchir des traditions rétrogrades. Merci beaucoup à Monsieur Olivier pour ce beau commentaire. Alors, Madame Soukeina, permettez-moi de me retourner vers vous pour avoir votre point de vue sur la mesure donc des initiatives, de l'impact des initiatives féministes dans les organismes. Merci Nadine, merci pour cette question. Auparavant, vous m'excuserez, je pourrais un peu revenir sur cet état de fait qu'a avancé le docteur Gilbert par rapport aux résultats ou bien aux chiffres des fois qui sont avancés en termes de féminisme, qui sont des chiffres, pour ne pas dire erronés, qui sont des chiffres pas véridiques du tout. Nous, pour parer à cela, dans une organisation où j'ai eu à travailler et ils mettaient en valeur les principes féministes, nous avions une politique et une pratique aussi. La pratique, c'était quoi? L'organisation, dans ses principes, donnait le droit aux femmes d'avoir un forum qu'on appelait le forum des femmes. Donc, il était intégré dans notre gouvernance personnelle et le forum avait aussi toute une autonomie, c'est-à-dire un bureau directeur qu'on élisait nous-mêmes entre femmes, une présidente, donc une secrétaire, une trésorière, et tout un bureau bien composé, et aussi tout un budget qui était alloué à ce forum-là, à ce Women Forum-là. Donc, parce que chaque année, on avait des retraites qu'on faisait en dehors des bureaux, dans d'autres espaces, afin de discuter des conditions de vie des femmes dans l'organisation. C'est ce forum-là qui nous permettait d'aborder toutes les questions que l'organisation ne nous donnait pas l'opportunité d'exploiter. Par exemple, quand il y avait un recrutement qui n'était pas du tout clair au niveau du personnel, c'est dans ce forum-là qu'on allait dénigrer le fait que pourquoi il y a tel et tel recrutement qui a eu lieu. Il y a une dame X qui a eu 8 points et un homme X qui a eu 8 points, mais pourtant c'est l'homme qui a été pris en défaveur de la dame. Alors que les principes féminins de l'organisation disaient que dans ce genre de cas-là, expérience égale, il fallait favoriser la femme et non l'homme. Donc, c'est dans
ce forum-là, qui était aussi l'occasion pour nous de discuter d'autres sujets divers qui nous préoccupent. Donc, je pense qu'en ce sens-là, ce serait une bonne pratique pour nous, par exemple, organisation aujourd'hui même, qu'on pourrait essayer de voir dans nos instants de décision, comment mettre en place ce genre de pratique qui pourrait nous permettre d'aborder clairement nos questions féministes. Maintenant, pour revenir aux indicateurs, ou bien à comment mesurer l'impact des interventions. Je crois que les collègues sont déjà revenus sur les indicateurs de performance. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Je vois aussi que Madame a aussi abordé l'histoire de l'analyse comparative. Effectivement, elle a raison, parce que nous ne pouvons pas seulement rester dans l'organisation. Utiliser les chiffres de l'organisation au lieu d'avoir l'opportunité de nous comparer aux autres organisations. Parce que qu'on le dise, les organisations ne sont pas au même ranking. Il y a certaines organisations féministes qui sont bien au-delà en termes de bonnes pratiques que d'autres. Et dans ce genre d'initiative qui nous permettrait, par exemple, de mesurer l'impact, ce serait bien, en tant qu'organisation, qu'on puisse comparer aux autres. Qu'est-ce que l'autre a que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et dans ce sens-là, une analyse comparative nous permettrait au moins, en tant que nous, organisation, excusez-moi du terme, de hausser notre niveau en termes de pratique, en termes de process et en termes de procédure. Aussi, dans toujours ce processus de mesure d'impact-là, l'idée aussi serait qu'on mette en place des groupes de discussion et des forums d'employés. Pourquoi mettre en place des groupes? Parce que si l'organisation se permet d'organiser régulièrement des rencontres, c'est-à-dire entre tout le personnel, des forums entre les employés, des forums qui vont traiter de questions spécifiques. Par exemple, ici, le cas qui va nous intéresser sera les questions de genre, les questions d'inclusion. Donc, dans ce genre de couple-là, ça va permettre, les participants vont avoir le temps d'étudier ces questions-là. Et sur la part des suggestions qu'ils vont faire par rapport à leur point de vue, on va apporter des changements. L'organisation va prendre ces suggestions-là, qu'il va mettre en œuvre, et les changements qui seront initiés ainsi de suite lors de ces discussions va montrer l'engagement de l'organisation envers l'égalité des sexes. Donc, aussi, d'autres pratiques aussi peuvent être utilisées en ce sens de mesures d'impact, comme l'évaluation de la diversité des candidats. Et cette pratique-là, elle est à 100% pour nous qui travaillons dans le département des ressources humaines. Et dans ce sens-là, l'évaluation de la diversité des candidats va nous permettre à nous, responsables des ressources humaines, pour mesurer la diversité des candidats pour les postes que nous ouvrons pour les organisations. Et en particulier aussi pour les postes de direction, parce que c'est là où le bas blesse en fait. Pour les autres postes, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, pour l'accès aux femmes, mais c'est les postes de direction ici qui vont poser problème. Maintenant, l'évaluation que nous allons faire va aider à évaluer l'impact des initiatives de recrutement que nous faisons et de promotion de la diversité aussi des candidats. Mais aussi, il y a un point qui est vraiment important toujours pour nous en termes de ressources humaines, comme indicateur de mesure. Il y a aussi la reconnaissance et les récompenses. Parce qu'on a beau mettre en place des politiques, on a beau mettre en place des programmes. Si nous ne mettons pas en avant des programmes de reconnaissance, qui reconnaissent les efforts des employés, les efforts que les hommes dans la masculinité positive, que les femmes font afin d'améliorer les conditions, ça ne va servir à rien de mon point de vue. Donc, il est important qu'on mette en place des programmes de reconnaissance et de récompense pour les employés. Les équipes qui contribuent, en fait, comme tout à l'heure lors des groupes de discussion, qui contribuent de manière significative à la promotion de l'égalité des sexes, de la diversité. Parce que vous voyez tous ces problèmes, ces obstacles que nous rencontrons, puis que les femmes rencontrent au niveau des organisations. Nous, en termes de ressources humaines, qu'est-ce que ça peut donner? On sait que ça peut constituer à faire élever le taux de turnover, beaucoup de démissions, et ainsi de suite, à cause de certaines conditions. Aussi, ça peut constituer aussi des barrières. Donc, dans ce sens-là, je crois que si on trouve des solutions, si on arrive à diagnostiquer où se trouvent les problèmes et à proposer des actions correctives comme une certaine reconnaissance et des récompenses et des politiques d'accompagnement, ça pourrait permettre à
résorber le problème. Un autre point aussi non négligeable qui pourrait aussi être donné comme solution, ce serait aussi, je crois qu'il y a un collègue qui l'a dit, l'analyse de la parité salariale. Ici, on parle quand même d'analyse d'audit clair. On ne parle pas de biaiser des résultats. Et si on fait aussi une analyse détaillée de la parité salariale entre les hommes et les femmes dans une organisation, en prenant en compte aussi les postes, en prenant en compte aussi les niveaux hiérarchiques, en prenant en compte les fonctions similaires, cela pourrait aider à identifier et à corriger les écarts salariaux injustifiés. Je me rappelle que dans mes expériences dans une des ONG où j'ai eu à travailler, j'étais appelée chaque trimestre à fournir un rapport où je devais calculer ces ratios-là en termes d'indicateurs de performance. Les ratios lors des recrutements, quels étaient les ratios de candidature d'hommes, quels étaient les ratios de femmes. Et quand le recrutement a abouti, quel est le ratio d'hommes qui a été recruté, quel est le ratio de femmes, et ainsi de suite. Je devais à chaque fois mettre en avant ces informations-là parce qu'en tant qu'organisation féministe, ils avaient le devoir et l'obligation de surveiller ces indicateurs-là afin de les ajuster en conséquence. Je crois que si on travaille dans ça aussi, cela pourrait beaucoup aider à mesurer l'impact que ce genre de mesure-là a dans nos organisations. Et Nadine, vous allez me permettre de rebondir sur un point dont le docteur a parlé, qui est de la masculinité positive, et de comment on pourrait peut-être l'accentuer et donner notre participation par rapport à ça en tant que femme. Je crois que nous, en tant que femmes, professionnelles et en tant que mère aussi, ce qui a son importance, c'est à nous de faire ce travail-là en amont avec nos enfants. Si je parle ici d'expérience, moi, par exemple, qui est en majorité des enfants et majoritairement des garçons, pour essayer déjà d'impliquer cette masculinité positive, je les ai impliqués aux tâches ménagères. Ils font le lit eux-mêmes, ils font la lessive. Déjà, c'est eux-mêmes qui font, qui lavent leurs caleçons pour leur montrer que c'est pas, si vous êtes marié, c'est pas à votre femme de le faire, c'est à vous de le faire. Je les initie dernièrement au balayage. Je leur montre comment faire le balayage normalement. Et aussi, je les invite à aller en cuisine avec moi pour leur montrer que autant des hommes, les femmes peuvent cuisiner, autant les hommes peuvent cuisiner. Donc, je crois que si on essaie aussi, nous, à la base, dans l'éducation de nos enfants, essayer d'impliquer cela aussi, je crois que ça va permettre aussi, avec la génération future, ils vont grandir avec ces idées-là. Donc, il n'y aura pas de souci pour assurer la relève. Je crois que c'est mon idée par rapport à ce point-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soukaina, pour ta contribution très appréciée, pour ces exemples concrets et cet exemple d'éducation que tu partages aujourd'hui avec nous. C'est une très belle initiative. Il faut associer nos enfants aux tâches ménagères. Il faut leur inculquer à la base cette notion de masculinité positive. Et arrêter donc déconstruire ces stéréotypes de tâches réservées aux hommes, aux garçons et de tâches réservées à la femme ou aux filles. Merci beaucoup à toutes et à tous. Avant de prendre notre participant qui Nadine, souhaite... je peux parler 2 secondes Un avant. instant, on n'a pas encore fini. On a une question en fait. La participante souhaite poser sa question en live. D'accord? Mais si vous voulez y aller rapidement, je vous laisse la parole, Madame Aubière. Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord avec Madame Soukaina et je le dis également et j'essaie de discuter avec les femmes de mon milieu par rapport à ça. Et nous devons commencer par le faire. Parce que moi, je me dis, si nous sommes femmes et c'est nous qui éduquons les hommes, pourquoi en grandissant, ils peuvent se retourner contre nous? Comment nous les avons éduqués? Et en tant que belle-mère, ce qu'elle a dit aujourd'hui, en tant que belle-mère, quand je vais chez mon fils et je vois mon fils à la cuisine, c'est la belle-mère qui commence à crier pour dire pourquoi mon fils est à la cuisine. Donc, nous devons dépasser ces choses-là. Je suis d'accord avec elle. Donc, nous devons faire cette discussion également pour que la société se porte au mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aubière. C'est une appréciation pertinente et très appréciée. Merci beaucoup. Tout ça fait partie donc des efforts
que nous devons fournir et comme la directrice exécutive l'a dit à l'introduction, nous avons des défis à relever et ces attitudes justement ancestrales, j'allais dire, en font partie. Permettez-moi alors de poursuivre avec le commentaire de Monsieur Olivier, qui nous dit que un frein à l'épanouissement des femmes en milieu professionnel est le problème du harcèlement. En République démocratique du Congo, cela a été reconnu tardivement dans le Code du travail. Tout de même, désormais, l'employeur ou le travailleur commet une faute lourde qui permet à la partie lésée de rompre le contrat de travail si l'une des parties se rend coupable, notamment d'un acte de harcèlement sexuel ou moral à l'égard de l'autre partie. Mais il semble que les femmes se réservent à utiliser cette opportunité parce qu'elles n'ont pas assez confiance en la justice. Il faut garantir l'effectivité de telles dispositions en assurant qu'elles ne subissent pas les contre-coups des dénonciations fondées. Pensez-vous, Madame Aubierge, que ce sont également des formes de barrières donc, à cette inclusion des femmes que nous recherchons tous aujourd'hui? Malgré le fait qu'il y ait des dispositions légales, que ces femmes-là, victimes de violences basées sur le genre, ne soient pas suffisamment rassurées et s'abstiennent donc de dénoncer ces violences-là. Oui, je pourrais dire que c'est toujours notre société et c'est la peur d'être jugé. On a peur, bon, que les autres aient peut-être des choses à nous reprocher aussi. Donc, nous devons dépasser cela et avoir le courage de dénoncer. Et nous devons avoir des soutiens aussi. Parce qu'en famille, je dois être en mesure de me porter vers mon père, vers ma mère. Donc, en tant que parents que nous sommes, il y a ces rôles également à jouer. En tant que sœur, en tant que frère, la personne doit avoir des soutiens et savoir que si je dénonce, je peux avoir des soutiens avec moi. Donc, si nous avons ces soutiens-là, elles peuvent avoir le courage de dénoncer. C'est le courage qui manque et le regard de la société également qui fait que il y a des femmes qui subissent ces choses-là, mais qui ont peur de dénoncer. Mais je pense que de plus en plus, il y a des tests qui sont votés et si nous avons le courage de dénoncer, ces auteurs-là seront poursuivis. Et quand ils seront poursuivis et les tests seront vraiment appliqués, je pense que d'autres auront peur pour aller sur ce terrain-là. Merci. Merci beaucoup. Un dernier commentaire de Madame Germaine qui nous dit, si possible, que la voix et les besoins de la femme soient pris en compte. Une approche qui vise à améliorer l'égalité entre les sexes par l'intégration des 3 dimensions sensibles au genre. La première, c'est la justice sociale. La deuxième, c'est la justice fiscale. Et la 3e dimension, c'est la fabrique de politique. Monsieur Bonga, quel est votre avis sur ce commentaire de notre participante? OK, merci beaucoup, Madame Nadine. Oui, je pense que la justice sociale, on a parlé de la justice sociale et de la justice Fiscale et de fiscale. la fabrique de politique. Voilà. Bon, c'est un peu comme le résumé hein, de ce que nous sommes en train de dire ici. La justice sociale, c'est la seule qui peut permettre à ce que la société aujourd'hui puisse avoir un regard, un vrai regard, n'est-ce pas, sur les questions, sur la femme. Parce que le regard que la société a aujourd'hui sur la femme n'est pas vrai. C'est un regard hypocrite où on ne reconnaît pas le mérite de la femme. C'est de l'hypocrisie. Et Madame Glono a dit tout à l'heure, comment est-ce que c'est la femme qui éduque l'homme et l'homme se retourne contre la femme? C'est de l'hypocrisie qui s'est fait. Et il faut vraiment que l'on arrive à être juste du point de vue social pour permettre à ce que la femme puisse être prise là où elle devait l'être, là, que ce soit un regard vrai sur les questions sur la femme. Et la justice fiscale, oui, c'est clair. Et
Je pense que moi, je vais mettre aussi, mettre dedans aussi toutes les questions liées à la parité salariale et tout ça. Oui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça pour permettre à ce que la femme puisse avoir sa place. On ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, avoir une société qui va émerger sans que ça ne soit juste en termes salarial, par exemple, ou en termes de considération du travail de la femme. Déjà que l'on parle d'un travail de ménage, pour ne pas dire ça, le ménage, la femme doit faire le ménage, doit travailler à la maison. C'est un travail à temps plein qui n'est pas rémunéré. C'est vraiment un travail à temps plein. Et moi, je me demande comment les femmes qui travaillent en même temps, qui ont le ménage, qui ont les familles, n'est-ce pas, à gérer font. Mais c'est déjà, ce n'est pas déjà juste. Donc, en réalité, on devrait avoir dans nos différents textes, en tout cas les textes de loi, qui permettent à ce que les femmes qui travaillent, qui gèrent des familles en même temps, puissent avoir des salaires ou des avantages beaucoup plus importants que ce que font les hommes. Parce que le travail qui est fait à la maison, c'est un travail aussi à temps plein et qui n'est pas rémunéré. La fabrique des politiques, c'est là maintenant que, voilà, effectivement, il faut que les politiques que nous faisons à tous les niveaux, hein, pas seulement au niveau des organisations, mais au niveau déjà des textes fondamentaux des États, du pays, que ça soit clairement défini pour que les textes puissent privilégier les femmes. Mais que ça ne soit pas des textes qu'on écrit juste parce qu'on veut plaire à certains partenaires, mais que ce soit des textes qu'on écrit qu'on a la possibilité d'appliquer et qu'on ait des mesures d'application qui permettent à ce que les femmes puissent avoir leur place, la place qui leur est, leur vraie place dans la société et voilà, permettre qu'elles puissent faire éclore les organisations dans lesquelles elles travaillent. Merci beaucoup, Dr. Ngoga. Merci à nos chers panélistes. Nous sommes en train de nous diriger tout doucement vers la fin du temps qui nous est imparti. Mais avant cela, je vais vous inviter donc à faire la photo de famille. Si notre appui de l'ombre est disponible, nous pouvons y aller rapidement. Maurice, tu es prêt? C'est bon? C'est bon, merci. Merci beaucoup, Maurice. Alors, chers panélistes, nous allons donc vous laisser la parole pour votre mot de fin. Et je veux commencer par Soukaina Samba. Merci Nadine. Donc, merci aussi de cette opportunité portée par le projet Nos Voix compte que le Batonga Bénin a le privilège de soutenir. Donc, et par là aussi, nous allons profiter un peu pour encore, puisqu'on vient aussi tout fraîchement de célébrer le 1er mai, la fête du travail, de dire bravo à tout le personnel de Batonga. Spécialement aussi les femmes, les hommes ne vous, ne vous fâchez pas. Nous devons mettre en avant ici les femmes pour le travail remarquable qu'elles sont en train de faire sur le terrain et au niveau de vos pays respectifs. Donc, et dans ça aussi, je crois que dans tout ce qu'on vient de dire là, Batonga est en train de tracer son chemin parce qu'avec les programmes que nous supportons au niveau du Bénin et autant qu'au Sénégal, en termes de leadership, en termes de formation, de renforcement de capacité, en termes pour les femmes d'atteindre le pouvoir économique. Donc, Batonga est en train pour l'instant de jouer sa partition dans ce domaine-là. Et pour ça, nous l'en félicitons aussi. Aussi, nous l'encourageons aussi à un peu approfondir le débat toujours dans le domaine parce que je crois qu'ici, ce débat a été juste l'amorce du sujet. Nous allons encore continuer à y réfléchir, à voir quels sont les mécanismes qui vont un peu plus nous permettre à chaque fois d'aller vers l'avant. Donc, en tout cas, merci de cette initiative. Merci pour vous qui l'avez organisée. Merci à notre homme de l'ombre aussi qui n'a pas démérité, qui était toujours là à faire le nécessaire. Merci à tout le monde. Merci aux participants. Et disons à très bientôt.
Merci, Madame Soukaina. À bientôt, Madame Aubierge. Vous avez la parole pour votre mot de fin. Merci, Madame Nadine. Je remercie très sincèrement la Fondation Batonga pour cette initiative parce qu'on en a vraiment besoin et j'espère que vous allez continuer ainsi que d'autres institutions également pour qu'on y arrive vraiment à déconstruire ces stéréotypes. Nous avons exploré ensemble les fondamentaux du féminisme et l'égalité professionnelle dans le cadre du dialogue social. Il est clair que la construction d'environnements du travail plus inclusifs et équitables pour tous est un défi très complexe et nous le reconnaissons, mais c'est vraiment essentiel de le faire. Et au-delà des obligations légales, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est tout un changement de mentalité et de culture d'entreprise qu'il nous faut mener pour que cette égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité tangible. Les dirigeants et les travailleurs ont un rôle clé à jouer dans cette transformation à travers la formation que vous êtes en train de faire et les sensibilisations également et la mise en place d'indicateurs de suivi et d'évaluation, nous l'avons souligné. Donc, ensemble, nous devons façonner des lieux de travail où chacun peut s'épanouir. Madame Soukaina l'a dit. Si nous ne sommes pas épanouis, pourquoi nous travaillons? Donc, chacun peut s'épanouir et contribuer pleinement sans subir de discrimination ou de préjugés. C'est un défi ambitieux, c'est vrai, nous le reconnaissons, mais les bénéfices d'un environnement plus juste et inclusif sont considérables, aussi bien pour les travailleurs que nous sommes et pour toute l'organisation et les pays dans leur ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aubierge, pour ce mot qui résume parfaitement l'intégralité des discussions de ce jour. Monsieur Bogan, notre seul homme de la basse-cour, vous avez la parole. Oui, oui, merci beaucoup. Le seul homme, le he for she, en tout cas, je suis là, je serai toujours là, donc c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je remercie la Fondation Batonga pour cette initiative et surtout pour m'avoir associé, n'est-ce pas, à cette activité. Et je pense que nous encourageons, j'encourage vraiment que ça continue. C'est une forme de sensibilisation et c'est seulement de cette façon que nous pouvons voir comment contribuer à faire changer les choses. Je voudrais aussi remercier et saluer tous les membres volontaires et tous les staffs de ABFND qui sont connectés ici. Ils étaient nombreux à nous suivre pour s'assurer vraiment, et puis ils peuvent attester que tout ce que nous disons dans le cadre de ABFND est correct en termes de féminisme, en termes d'égalité de genre. Et alors, en guise de conclusion, je voudrais dire que le défi est là, le défi de pouvoir s'assurer que nous avons un dialogue social constructif et que nous pouvons, dans le cadre de ces dialogues sociaux, intégrer les questions liées, n'est-ce pas, au féminisme, les questions liées à l'égalité de genre et s'assurer que ce dialogue nous permet aussi de déconstruire les stéréotypes, tous les stéréotypes liés au genre qui permettent à ce qu'on puisse continuer à annihiler la femme et l'empêcher de jouer son rôle exactement. Et je pense que le défi, il est là et à tous les niveaux, nous devons nous assurer que l'écosystème dans lequel la femme évolue, parce qu'il s'agit de la femme, en tout cas, est sensibilisé au niveau du gouvernement, au niveau des appareils législatifs, au niveau, n'est-ce pas, de la société en général, des communautés et en tout cas au niveau des familles à tous les niveaux, tout l'écosystème de la femme est sensibilisé sur le fait qu'il faut clarifier les valeurs, il faut que nous puissions donner à la femme la place qu'il lui faut, la vraie place sans hypocrisie et que la femme peut s'épanouir et elle peut dénoncer toutes les questions liées au harcèlement, par exemple, sans crainte des représailles.
Et pour ça, ABFND, c'est une école, en tout cas, et c'est une école où peuvent s'inspirer beaucoup d'autres organisations pour permettre que nous puissions avoir des environnements de travail sains dans lesquels les femmes contribuent exactement et véritablement à l'éclosion et à l'émergence dans le cadre de leur profession. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Gonda. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Vous êtes le directeur exécutif de l'association Bien-être familial Naissance désirable ABFND. Merci, Madame Sam, qui est aujourd'hui responsable des ressources humaines et des à sauvegarde pour Batonga Bénin, et à Madame Obiège Glonou, qui est la coordonnatrice du comité d'analyse de recherche syndicale du Bénin. Merci, chers panélistes. Je vous invite à présent, chers panélistes et participants et participantes, à suivre le mot de fin de la directrice exécutive de la Fondation Batonga, Madame Kodos. Merci beaucoup, Nadine. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette discussion qui est très cruciale, tout en gardant un œil critique, une oreille critique également à tout ce qui a été dit. Je crois que les panélistes, avec leurs perspectives uniques, je veux dire chacun venant d'un domaine différent, ont pu ensemble cerner la question vraiment dans son ensemble. Moi, je voudrais donc leur dire merci beaucoup pour vos réflexions vraiment pertinentes, pour le partage de vos expériences, le partage de votre expertise. Et ça nous permet également, comme on dit en anglais, ça nous donne food for thought, matière à réflexion donc. Et ça nous aidera également à mieux intégrer certains aspects dans notre travail de tous les jours, mais aussi au sein de notre organisation. Comme vous en appelez à d'autres organismes de regarder vers ABFND, Dr Ngonga. Donc, on exhorte tout le monde qui a participé aujourd'hui, tous les participants donc, à prendre exemple sur les bonnes pratiques et essayer de les intégrer aussi dans leurs activités de tous les jours. Au-delà du militantisme, au-delà du syndicalisme, au-delà voilà, de délégués de personnel, etc., dans notre vie de tous les jours, nous avons l'opportunité de faire des actions, de poser des actes qui permettent également l'épanouissement dans le milieu du travail, tout en développant également l'équité, surtout l'équité, parce que l'égalité, c'est vraiment sur la durée, mais l'équité dans nos pratiques professionnelles, aussi bien protéger les intérêts de l'employeur que les intérêts de l'employé. Et là, je parle de travailleurs. On parle souvent de travail, on oublie souvent la femme au foyer, qui est une travailleuse, qui n'est pas payée, qui n'est pas rémunérée. Donc, dans ces actions de tous les jours, il nous faut penser à ces personnes-là, qu'on ne les regarde pas comme celle qui n'a jamais gagné de sous, mais celle qui n'a jamais été payée pour le travail qu'elle fait, celle qui a élevé les travailleurs que nous sommes, les travailleurs et les travailleuses que nous sommes. Et donc, voilà, c'est vraiment toute une panoplie de domaines que cela touche, mais également toute une panoplie de pratiques et comment dirais-je encore, de pratiques et d'actes que nous posons qui vont résoudre ce problème dans son ensemble. Merci beaucoup à vous, panélistes et participants. Nous vous disons à très bientôt via NovaConte. Merci à Nadine, merci à Ella, à la directrice pays pour le Bénin qui supervise NovaConte, et Boris, comme dit Soukaina, le monsieur de l'ombre. Merci aussi pour ce travail magnifique. Donc, Madame Glonou et Dr Ndonga et Madame Samb, Soukaina, merci et à très bientôt. Au revoir. Bon week-end.
Au Merci revoir. beaucoup, chers Merci, à très panélistes, chers bientôt. participants et participantes. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci beaucoup, nous. Nadine. Merci pour votre participation, la pertinence des questions, des contributions, des commentaires. Merci beaucoup. Restez toujours connectés. Vous aurez d'autres webinaires sur tous les réseaux de la Fondation Patanga. Merci, à très bientôt. Et bon week-end à Merci. toutes et Au à revoir, tous. bon week-end à Au tous. Au revoir. revoir. Merci à tous.